Non, ces images ne viennent pas du Brésil, mais de Petite-Rosselle, en pleine Dorfest. Ces 2 jours de festivités sont la partie la plus visible du jumelage avec la commune allemande voisine de Großrosseln. Un jumelage qui dure depuis 51 ans, dont 32 de Dorfest communes. Tous les 5 ans, le conseil municipal des 2 municipalités se fait en commun, mais les 2 maires se rencontrent beaucoup plus régulièrement. Les 2 maires se voient relativement souvent, je dirais pratiquement une fois par mois pour discuter des problèmes. Et on s'aperçoit que nos problèmes sont communs, que ce soit des problèmes de délinquance, que ce soit des problèmes de respect du code de la route, que ce soit des problèmes sociaux. Donc nous échangeons et nous essayons à ce niveau-là de trouver des solutions communes. Les habitants, eux, vivent ce rapprochement tous les jours, passant d'un côté de la frontière à l'autre. Une situation que l'on retrouve aussi à Großbliedersdorf, jumelée avec Kleinbliedersdorf depuis 1968. Les 2 communes, bien que séparées par la Sarre, ont toujours été très proches et les échanges entre habitants nombreux. Des échanges facilités depuis 1993 par la construction de la bien nommée passerelle de l'amitié. Le jumelage en lui-même n'apporte pas grand-chose dans la mesure où les relations entre Kleinby et Großby sont 2 communes limitrophes et ces relations sont tellement nombreuses, évoquées au départ, sur tous les niveaux, que le jumelage n'était simplement qu'une concrétisation, une cerise sur le gâteau si vous voulez, la manifestation, la traduction officielle de ces relations très étroites qu'il y a entre Kleinby et Großby. Du côté du Beecherland, la commune de Lemberg profite elle aussi d'un jumelage avec une commune allemande à proximité. Certes, Lemberg n'est pas directement voisine avec Lemberg dans le Palatinat, mais les 2 ne sont séparés que de 40 km. Les échanges sont donc là aussi très nombreux, notamment du côté des associations. Bon, là aussi, j'ai un petit souvenir, dans le temps quand je jouais encore au foot, on avait un entraîneur allemand de Pirmasens, et on avait des joueurs de Lemberg qui venaient donc jouer chez nous. Et puis à l'époque, ils étaient d'un niveau bien plus supérieur que nous. Ces jumelages sont donc particulièrement vivants grâce à la proximité géographique et culturelle des habitants, une situation totalement différente à celle des jumelages de communes dites de la France de l'intérieur. Alors bonjour et bienvenue au musée des techniques faïencières, situé sur l'ancienne manufacture de Sarreguemines, mondialement connue pour sa céramique. Nous avons conservé des éléments d'origine ainsi que les machines-outils avec lesquels on fabriquait les croûtes et les calibrages pour fabriquer nos assiettes. Donc je vais vous faire une petite démonstration de ces outillages. Préserver la mémoire et le savoir-faire des hommes qui travaillaient à la faïencerie de Sarreguemines. Tel est le principal objectif du site du Moulin de la Blise et plus précisément du musée des techniques faïencières. On retrouve sur place un concentré de la manufacture, depuis l'arrivée du bois qui servait à alimenter les fours jusqu'aux pièces en faïence décorées et émaillées, les différentes étapes du processus de fabrication sont présentées et expliquées. On a sauvegardé la mine grandeur nature telle qu'elle était au fond, en rendant possible la visite de la mine dans des conditions agréables, ludiques et pédagogiques. Même volonté, même moyens utilisés, mais une histoire différente à raconter. À Petite-Rosselle, au carreau Vindel, c'est l'histoire des mineurs et l'épopée du charbon en Lorraine que l'on évoque. Sur un site immense de 50 hectares, le public est replongé, au sens propre du terme, au fond de la mine, où on ressent les conditions de vie du mineur. L'objectif avec l'État, donc avec les personnes en charge de la conservation du patrimoine, a été de sélectionner les objets les plus représentatifs de manière homogène et diversifiée en même temps, afin que l'on puisse effectivement retrouver un peu de tout. Troisième étape de notre parcours en Moselle-Est sur ces anciens pôles industriels reconvertis en lieux touristiques, Meisenthal et sa verrerie où travaillaient jadis jusqu'à 650 personnes. Le site verrier de Meisenthal, c'est une friche industrielle qui a fermé, une usine qui a fermé en 1969 et qui a été au fur et à mesure des années investie par différentes associations, structures et projets. Alors c'est vrai que les murs là sont importants parce qu'ils nous parlent, parce qu'ils nous nourrissent, parce qu'ils sont le témoignage d'une activité passée. À Meisenthal, la tradition des souffleurs de verre perdure et chaque année, les designers rivalisent d'audace pour proposer au public un objet insolite et contemporain, la fameuse boule de Noël de Meisenthal. Preuve supplémentaire qu'il y a toujours de l'activité sur les anciens sites industriels de Moselle-Est. Allez, Angela, viens, ma fille, viens. Viens, ma fille, viens. Les alpagas se plaisent à Hundelin.
Ils s'adaptent bien en Moselle-Est où ils ne laissent personne indifférent. Les éleveurs apprécient leur bouille sympathique et leur caractère paisible. Mais ils ont aussi d'autres qualités. J'ai 11 mâles et j'ai 12 femelles. Et alors je vends les animaux à ceux qui cherchent, on va dire, une tondeuse un petit peu écologique ou qui veulent se faire plaisir avec un animal un petit peu atypique. Et je fais de la laine, mais issue que de mes animaux, que je ne mélange avec aucune autre, que je ne teinte pas et que je fais transformer de manière le plus bio possible. Non seulement ils sont beaux, mais en plus ils sont utiles. La laine d'alpaga est chaude et douce. Originaire d'Amérique également, mais plus au nord et parfaitement à l'aise dans les pâturages est-mosellans, les bisons. À Petit-Réderchin, Robin Chal en possède près de 180. Quand j'étais petit, je voulais reprendre la ferme du grand-père et par hasard, pendant mes études agricoles, j'ai rencontré un éleveur de bisons et quand là j'ai vu les bisons, je suis tombé amoureux. Donc je me suis dit ce sera le bison et rien d'autre. Comme le faisaient à l'époque les Amérindiens, au ranch de Petit-Réderchin, on peut circuler à côté des animaux et manger de la viande de bison. J'étais pêcheur et donc je partais tous les samedis et dimanches à la pêche et ma femme m'a dit maintenant ça suffit, prends-toi plutôt un aquarium et reste à la maison. Et donc c'est ce que j'ai fait et donc j'ai acheté des poissons au hasard et je suis tombé sur des poissons du lac Malawi et j'ai vraiment flashé sur cette espèce et depuis 20 ans voilà j'en suis fan. Le lac Malawi est situé en Afrique de l'Est. Des poissons comme ceux-là, Marconberg en possède des milliers. Il les sépare soigneusement dans plusieurs aquariums en fonction des espèces pour éviter les mélanges. Il possède une 50aine d'espèces. À l'origine, c'est un seul poisson et avec l'évolution, ça a donné toutes ces espèces et toutes ces couleurs différentes. Un régal pour les yeux. Une fois par mois, dans une commune de chaque intercommunalité du territoire du SIDEM, une collecte d'échantillons de bacs multiflux est réalisée. Avant le passage des éboueurs, un technicien qualité du tri prélève le contenu d'une vingtaine de poubelles. Cette opération permet d'avoir une idée sur le respect ou non des consignes par les habitants. Sur chacun des bacs prélevés ou inspectés, l'intervenant appose une marque pour signifier son passage. Il a en sa possession toute une série d'étiquettes ainsi qu'un autocollant rouge. Ce dernier signifie aux éboueurs qu'ils ne doivent pas prélever un bac parce qu'un habitant a très mal, voire pas trié du tout ses déchets. En moyenne, seul un bac toutes les 2 ou 3 inspections se voit notifier un refus de collecte. J'ai refusé ce bac parce que j'ai constaté en ouvrant et en voulant le collecter qu'il n'y avait que des sacs verts et ces sacs verts comportaient aucun biodéchet. Donc c'est une erreur de tri. Donc suite à cette erreur de tri, la personne aura la visite d'un ambassadeur du tri qui viendra lui réexpliquer les consignes de tri. Néanmoins, dans la grande majorité des cas, l'inspection est positive et démontre que les habitants trient bien leurs déchets. Lorsque son petit camion poubelle est rempli, avec des bacs prélevés de manière aléatoire, l'intervenant se rend dans un centre de tri multiflux afin de procéder à une caractérisation. Il va ouvrir les sacs qui lui paraissent suspects. Là, on a du plastique souple et rigide qui n'est pas triable par le SIDEM pour le moment. Dans celui-ci, au son, on a du verre. Dans celui-ci, on a ce qu'on pourrait dire une couette ou un coussin à première vue, donc j'ouvrirai tout à l'heure. Et ici, on a un sac bleu. Le non-respect des consignes de tri pénalise le traitement des déchets assuré par le SIDEM et ce n'est pas la seule conséquence négative. C'est des choses qui impactent le coût de nos poubelles, à savoir qu'un sac bleu, ça a un coût, un sac orange, ça a un coût, ça nous rapporte de l'argent. Si on a des mauvaises choses dans les mauvais sacs, ça impacte un prix qui devient plus cher pour l'usager. Il y a 2 raisons qui expliquent la qualité du tri des déchets effectués dans chacune des intercos, notamment la date d'entrée dans le système multiflux. Certaines intercommunautés, ça fait plus de 10 ans qu'elles sont sur le système multiflux, alors que d'autres sont très récentes, il y a 1 an ou voire 2 ans dans le multiflux. Et il y a la volonté de chaque personne de trier plus ou moins bien. Les sacs oranges sont triés à la main par des agents de tri sur le site de Sainte-Fontaine. Ne serait-ce que par respect pour eux, veillez à ne mettre dans ces sacs que des déchets recyclables et pas d'objets en verre. Pierre Tiffin enseigne le droit administratif. Il est rattaché à l'Université de Lorraine. Aujourd'hui, il travaille à Sarreguemines.
Je fais à peu près les mêmes cours à Metz qu'à Sarreguemines. La différence, c'est qu'à Metz, en deuxième année de droit, j'ai à peu près 250 étudiants, alors que j'en ai 30 à Sarreguemines. Culturellement, en amphithéâtre, l'étudiant pose moins de questions. Ici, la proximité avec l'enseignant, c'est le petit plus de la structure. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de voir ce qui passe et ce qui ne passe pas dans mon cours. Donc, je vois beaucoup plus les regards interrogatifs des étudiants paniqués à Sarreguemines qu'à Metz, et je peux plus facilement revenir sur des points et leur réexpliquer peut-être mieux que je peux le faire dans un grand amphi. Cela n'a pas échappé à Anaïs. Elle a commencé ses études à Metz avant de les poursuivre à Sarreguemines. C'est très familial en fait ici, tout le monde se connaît, les secrétaires nous connaissent, donc c'est très familial et c'est très agréable en tant qu'étudiante et étudiant de venir ici tous les jours et d'étudier. Même ressenti pour Brice, lui est à Forbach au Jean Moulin. Les profs nous connaissent vraiment tous vu qu'on est une petite quarantaine, même les profs de spé connaissent les élèves de première année, il y a vraiment un bon suivi qui se fait. Le lycée propose depuis 1991 une formation post-bac. Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur en première année et mathématiques, physique en deuxième année. En fait, une classe préparatoire qui prépare au concours d'ingénieur. Une chance pour les Mosellans de l'Est, dixit le proviseur qui relate sa propre expérience. J'étais Vosgien à l'époque et les classes préparatoires de Claude Gelée n'existaient pas. Donc je me suis retrouvé dans des classes préparatoires à Nancy, je ne vais pas les citer, mais je n'étais pas prêt à subir le choc de l'intégration de ces classes préparatoires et l'année, pour ma part, ne s'est pas bien passée et j'ai réintégré ensuite, en redoublant d'ailleurs, un cursus universitaire. À Forbach et à Sarreguemines, les enseignants constatent les résultats. Pour nous, la réussite en classe préparatoire, c'est le passage en classe supérieure, donc un élève qui est en première année MPSI. On estime que s'il a un niveau assez modeste, pour lui, ce sera une réussite que de passer en deuxième année de licence à l'université. J'ai à peu près 1,5 à 2 points de différence sur la moyenne générale entre Metz et Sarreguemines, au bénéfice de Sarreguemines, alors que ce sont les mêmes sujets et le même cours. Un enseignement de proximité, souvent synonyme de réussite, sans oublier les économies financières pour les parents qui financent les études et la coupure avec le cocon familial plus en douceur. 3 salles, 3 structures, 3 fonctionnements différents. À Sarreguemines, la ville programme la saison culturelle. Elle est préparée sous une forme collégiale, en l'occurrence le directeur du service culturel, son adjointe, moi-même, avec le conseil et l'expertise parfois dans des domaines très spécifiques comme la danse contemporaine ou la danse classique ou le théâtre, de personnes tierces, de professeurs du conservatoire ou de personnes qui sont extrêmement passionnées et qui connaissent sur le bout des doigts un certain nombre d'artistes. À une vingtaine de kilomètres, le Gouvy, nouvel espace à Frémin-Merlebach, géré par une association, l'OCC, l'Office culturel communautaire. Je fonctionne de plusieurs façons. Soit j'appelle tous les copains producteurs, parce qu'au bout de 15 ans, j'ai quand même un peu de réseau et un peu de numéro de téléphone. Soit on est contacté automatiquement, par mail, par téléphone. C'est vraiment beaucoup de téléphone, beaucoup d'échanges, même par les réseaux sociaux. Les artistes nous contactent directement. Des amis vont voir des spectacles, même des clients ici me viennent. J'ai eu cette semaine encore une petite liste d'une dame qui m'a dit « j'ai vu ça, 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 ça ». Configuration différente à Forbach, le Carreau est une scène nationale. Une programmation se prépare au moins 1 an et demi à l'avance. Là, je suis déjà en train d'entamer la programmation sur la saison 19-20. D'autant plus que la particularité de la scène nationale est que nous accueillons des créations, des accueils en résidence, et ce qui est très particulier par rapport à d'autres salles comme le Gouvy, Sarreguemines, Beach, qui sont des lieux essentiellement de diffusion. Pas de concurrence directe pour le Carreau. Forbach programme du théâtre public. La mutualisation, pourquoi pas, mais à certaines conditions. D'accueillir par exemple une même compagnie, sur plusieurs lieux, et de déployer plusieurs spectacles de cette compagnie dans les différents lieux. Jouer le même spectacle, c'est exclu.
vu la proximité des salles. On essaye de rester en contact avec les autres programmateurs, ou alors en les appelant pour simplement annoncer ce qu'on va faire et puis essayer de savoir ce qu'ils vont faire. Ou soit on passe par les producteurs, quand on nous propose un spectacle, moi la première chose que je demande c'est est-ce qu'ils ont déjà booké ce spectacle dans le coin. Ensuite, ce sont les chiffres qui entrent en ligne de compte. Ça coûte un peu d'argent, c'est vrai, mais on a la chance à Sarreguemines d'avoir encore un budget relativement confortable qui nous permet de produire les quelques 25 spectacles. Alors si je vous donne une fourchette, de la plus basse à la plus haute, on se situe entre 3 000 et 20 000 euros. Il y a quelques années, un jeune humoriste ou un jeune artiste, on pouvait l'avoir à 3 000, 4 000 euros, ce qui est une somme, mais bon. Maintenant, il n'y a rien en dessous de 8 000 euros, par exemple. Une tête d'affiche, ça peut aller facilement à 25 000, 30 000, 35 000. Voilà, ce sont des choses qui commencent à devenir un peu trop chères. Des billets à 60 euros, Isabelle s'y refuse. Le public du bassin houiller n'a pas les moyens. Faire de la programmation, c'est d'abord faire des choix. Quand j'ai un producteur qui m'appelle, qui me propose 35 000 euros pour quelqu'un qui n'a pas fait de disques ou de choses nouvelles depuis 25 ans, je ris. Donc ça a souvent du mal à passer parce que j'ai un grand silence au téléphone. Mais voilà, quand ça ne me plaît pas et puis que j'ai l'impression qu'on se moque un peu de moi, je le dis. L'aide à la création et la résidence d'artistes coûte cher au carreau. 1,5 million d'euros annuels, dont 60% sont réservés au seul cachet des artistes. Mais au final, des tarifs abordables grâce au système de subvention. En fait, le carreau touche une subvention notamment de l'État, qui est une subvention compensatoire de prix, afin que toutes les couches de la population puissent venir voir des spectacles. Ainsi, en faisant un prix à 22 €, c'est l'État qui compense justement le complément de la place pour pouvoir amortir sur les spectacles qu'on accueille, pour que le plus grand nombre puisse se rendre au spectacle. Les trois structures partagent le même objectif, rendre la culture accessible. Double casquette pour le Terminus à Sarreguemines et le Carré Mauve à Forbach. Les deux bars accueillent régulièrement des concerts. Ils annoncent leurs événements via leur page Facebook. À Forbach, la saison estivale et les week-ends sont propices aux animations. Le Terminus, lui, propose une programmation artistique tout au long de l'année. On ne pensait pas au départ que ça allait prendre aussi vite et que les musiciens venaient d'aussi loin. Ce qui prouve aussi, surtout à mon avis, c'est qu'il y a de moins en moins de petits lieux comme le Terminus qui existent. Et donc vraiment les groupes de création, ou bien qui font une musique qui n'est pas facile d'accès, ils sont un peu empêchés de jouer. Si le Carré Mauve veut dynamiser le centre-ville, à Sarreguemines, la visée est à plus long terme. En incorporant une scène culturelle à Sarreguemines, on voulait faire des soirées lecture qu'on fait. Les expos, ça n'a rien donné, donc on a laissé tomber. Et on essaie petit à petit d'ouvrir le lieu à d'autres propositions, que ce soit dans des soirées consacrées aux des projections de films, que ce soit des soirées consacrées à la danse, de tango. Ici, pas de projection de football, contrairement au Carré Mauve où les matchs seront à suivre cet été en direct sur écran géant. Coupe du Monde oblige. Le bar forbachois est souvent associé aux animations proposées par la ville. La grande terrasse à l'avant du bâtiment permet d'accueillir la foule. Pour les musiciens, une formidable occasion de se faire connaître du grand public. L'économie solidaire Kesako. Madame X dépose des jouets. En échange, elle repart avec des habits. Le principe est simple et gratuit. Il y a de tout, sac, il y a plein de jouets pour enfants là-bas. Et les gens ont quand même encore peur. Parce que je trouve que ça leur fait bizarre qu'on donne des choses gratuites. Parce que normalement, les puces qui se font dans la rue, tout est payant. Même chez Emmaüs, tout est payant. Le CEL, le service d'échange local, est une association eutingeoise. Son objectif est de créer du lien social. Il fut une période où les gens le faisaient naturellement. Maintenant, c'est vrai, c'est un petit peu triste parce qu'il faut des associations qui pensent. Mais ça marche. Ça marche de mieux en mieux et j'espère aussi qu'il y aura de plus en plus de monde. À l'image de ce troc aux plantes, qui existe depuis plusieurs années et qui a désormais son lot d'habitués. Quand j'étais jeune, les paysans, c'était ça.
Tu labourais un champ pour quelqu'un, l'autre t'aidait à la moisson, c'était un peu ça. Le système collaboratif permet aussi de partager des connaissances. Ici, à la médiathèque communautaire de Sarreguemines, une grainothèque a été installée dans le hall d'accueil. Il faut savoir que les graines dans le commerce ne sont plus des graines reproductibles. Donc ce système-là aussi permet de remettre en circulation des variétés anciennes qui se donnaient à l'époque de main à main et pour lutter justement contre la disparition de ces variétés-là. Sur ce modèle, d'autres systèmes économiques se sont mis en place. Par exemple, la location de voitures entre particuliers. Jérémy se lance d'abord avec ses voitures personnelles avant de professionnaliser cette activité en créant son entreprise. Désormais, la location de voitures lui assure un complément de revenus. Nous avons testé. Après une inscription via un site qui se commissionne à hauteur de 10%, nous avons récupéré la voiture très simplement avec contrôle du permis de conduire et paiement par carte bancaire. 241, 174, la voiture elle part avec le plein, il faut qu'elle revienne avec le plein. 80 €, assurance comprise, pour un trajet de 400 km, la location entre particuliers est un bon plan. Elle s'appelle, et vous la connaissez, sous le prénom de Marie. Vous la voyez souvent en duplex, en plateau et sur le terrain. Mais notre journaliste reporter d'images s'appelle en réalité Marie Morgan. Sa maman l'a surnommée ainsi après avoir fait la connaissance d'une petite fille gravement malade. Elle avait tellement de joie en elle, tellement de courage. Je me suis dit, si un jour j'ai une fille, elle s'appellera Marie Morgan. Et le jour où j'ai eu Marie Morgan, elle s'est appelée Marie Morgan. Mais la personne qui allait la déclarer n'a pas précisé, parce qu'elle avait quatre prénoms, enfin Marie Morgan, son premier prénom, le nom de ma maman et de ma grand-mère, Edwige, et celui de sa marraine, Emmanuel. Mais la personne qui allait la déclarer n'a pas précisé c'était un seul prénom, Marie Morgan. Donc ils ont mis une virgule entre Marie et Morgane. Et c'est cette virgule qui cause du tracas depuis bien des années à la mère et à la fille. Sur les papiers de l'état civil, elle figure sous le nom de Marie. Mais à la maison, famille et amis l'appellent avec son prénom composé. Marie-Morgane. Il y a quelques années, on a déménagé en Allemagne pour raisons professionnelles. Et en revenant, on a refait donc les papiers. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, sur sa carte d'identité, c'est là, à l'état civil, qu'on a remarqué qu'elle s'appelait en fait Marie et non Marie Morgan. Parce qu'ils se sont trompés avec la virgule et le tiret. Au-delà de l'erreur administrative, le sentiment d'être tronqué. Elle ne s'appelle pas Marie, elle s'appelle Marie Morgan. C'était le nom que je lui ai donné. Je suis sa maman et j'y tiens. Et encore aujourd'hui, je l'appelle Marie Morgan. La maman est la première à se réjouir quand elle apprend que les formalités sont désormais gratuites et simplifiées. Notre protagoniste a complété un formulaire de l'état civil. Elle a surtout expliqué par écrit pourquoi ce changement de prénom lui tenait à cœur. Et elle a regroupé des preuves. Pendant toute sa scolarité, les relevés de notes et les diplômes ont été attribués à Marie Morgan. La jeune femme, rosselloise d'origine, s'est ensuite rendue à Ambach, son lieu de résidence, pour demander son changement de prénom. Et voilà, ma demande est faite. Je n'ai maintenant plus qu'à attendre la décision du maire d'Ambach. Et dans quelques jours, je devrais pouvoir retrouver le prénom que ma mère m'a donné, Marie Morgan. Si vous aussi, vous êtes dans une situation similaire à la mienne, c'est très simple. Rendez-vous dans la mairie de la commune où vous résidez, demandez un dossier de changement de prénom. Il faudra bien évidemment que votre demande soit justifiée. Aura-t-on encore du miel dans les prochaines années ? Ces derniers mois, dans la presse, certains apiculteurs évoquaient une pénurie de miel et une baisse du nombre des abeilles. En cause, le réchauffement climatique et les produits phytosanitaires, entre autres. À leur direction d'Idun, annexe de Zétin, pour aller à la rencontre d'Anne Hoffman et ses 15 ruches. Après une année difficile en 2017 en raison des gelées, 2018 s'annonce bien meilleur. Donc là, on voit qu'il y a du miel. Tout ce qui brille, il y a du miel. Et là, c'est du miel qui est operculé. Derrière, il n'est pas operculé du tout. Donc, on ne peut pas encore le récolter, sinon il va être trop humide. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un coin, il n'y a pas d'agriculture intensive. On a vraiment de la chance, on a sur Zétin, à Silsheim, on a maintenant un agriculteur bio. Donc, on a de ce côté-là,
Au point de vue des pesticides, je pense qu'on a beaucoup de chance. Avec 60 000 abeilles par ruche, Anne Hoffmann n'a pas remarqué de baisse du nombre de ses abeilles en 10 ans d'activité. En Moselle-Est, il n'y a pas d'agriculture intensive. Quant à la diminution de la quantité de miel, d'autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte. Tout est une question aussi du nourrissement. Est-ce que l'apiculteur a bien nourri l'année précédente? Tout ça, c'est à voir. Mais point de vue agriculture, je pense qu'on ne peut pas se plaindre ici. Et on a même une grosse variété de miel. On va sur Frémin pour faire du miel d'acacia. Sur Sarreguemines, on peut faire du miel de tilleul. Nous entrons dans une période avec beaucoup de mielés et de pollen. Même si ce n'est pas son métier, mais une passion, Anne n'a pas le temps de chômer. On vit en fonction du rythme de la ruche. On ne part pas en vacances au printemps et en été à cause des ruches. Et voilà, c'est une façon de vivre avec la nature. Je m'imagine déjà être très vieille, donc au moins 100 ans. Donc peut-être quand j'aurai 100 ans, j'aurai encore une ruche. Mais en attendant, jusqu'à 99 ans, j'en aurai 20. À Didin, dans tous les cas, le miel et les abeilles ne sont donc pas prêts de disparaître.